À présent, l'année 2022 vient à peine de débuter, mesdames, et pourtant 3 femmes ont déjà été tuées par leur conjoint. Des drames qui provoquent l'indignation et la colère des associations féministes qui considèrent aujourd'hui que les mesures du gouvernement ne suffisent pas devant l'ampleur des violences faites aux femmes. Pour en parler ce matin, nous retrouvons Rachel Fleur-Pardo et Karen Noblinski. Vous êtes toutes deux avocates spécialisées dans le droit des femmes contre les violences faites aux femmes et bientôt chroniqueuses sur Radio J. On en parlera tout à l'heure. Bonjour mesdames. Bonjour. Et ravi de vous accueillir ce matin. Alors on va parler d'abord de ce qui s'est passé pour ce début d'année, de nombreux féminicides, plusieurs femmes poignardées à mort. Quel est votre sentiment aujourd'hui après ces tragiques événements ? Alors effectivement, il y en a 3 femmes tuées déjà en quelques jours. Le sentiment qu'on a, c'est une volonté en fait de redoubler d'efforts pour nous, avocats, dans la sensibilisation aux violences conjugales au quotidien. Et on a également envie de voir le gouvernement redoubler d'efforts sur certains engagements qui ont été pris. Pour la seule journée du samedi 1er janvier, il y a 3 femmes qui ont succombé des coups et des blessures de leurs conjoints dans le Maine-et-Loire, la Meurthe-et-Moselle et les Alpes-Maritimes. Et en fait, ce qu'on se demande aussi, c'est si les mesures qui ont été mises en place au niveau national sont exécutées correctement, localement. C'est un point sur lequel nous reviendrons. Et oui, nous y reviendrons justement. Est-ce que vous avez été peut-être vous-même en contact avec des victimes, des proches, des familles des victimes qui ont subi ces violences conjugales en ce début d'année ? Alors, nous avons été en contact chacune avec toute une série de personnes qui sont en fait nos clientes au quotidien. Ce sont à la fois des victimes parfois de violences conjugales, mais aussi d'autres formes de violences sexistes et sexuelles. Il y a évidemment des violences physiques, mais il y a aussi des violences morales qu'il ne faut surtout pas minimiser, qui prennent souvent la forme de harcèlement ou de menace. Et il y a aussi ces formes de cyberviolence, donc c'est les violences en ligne qui se développent de plus en plus et qui encore aujourd'hui font des ravages et qui souvent visent les femmes parce que femmes. Je pense notamment à la divulgation sans consentement de contenu à caractère sexuel et qui voilà, par exemple moi hier j'ai un dossier, j'ai une femme qui a été victime de diffusion sans consentement de contenu à caractère sexuel, et la mesure qu'on propose, c'est un rappel à la loi. C'est-à-dire qu'on propose de ne pas poursuivre l'auteur de l'infraction, mais seulement de lui faire un rappel à la loi. Donc, ce que vous voulez, il y a des dysfonctionnements au niveau des violences conjugales, oui, évidemment. Et il y en a aussi au niveau d'autres formes de violences qui touchent souvent les femmes parce que femmes. On voit que les profils de ces femmes victimes de violences conjugales sont en tout cas très variés. Une femme de 27 ans, une autre de 56 ans, une autre encore de 60 ans récemment, issues de classes très différentes finalement. C'est important de répéter, je crois justement, que la violence faite aux femmes peut toucher absolument tout le monde, n'importe qui. Oui, c'est aussi la particularité de cette actualité-là depuis le 1er janvier. Et ce qu'on remarque, c'est que vous avez une femme de 27 ans qui est militaire, qui a été tuée par son conjoint militaire également, une femme de 56 ans, une femme de 45 ans, et des conditions dans lesquelles elles ont été retrouvées qui sont assez effroyables et qui ont été confirmées par les parquets compétents. Alors bien évidemment, ce qu'on se dit, c'est que les violences, elles touchent tous les foyers, quels que soient les âges des victimes et des auteurs et quelles que soient leurs conditions aussi socio-professionnelles. On remarque aussi que c'est, vous savez, des violences qui sont commises dans le huis clos. Justement, c'est des violences qui sont commises à l'abri des regards de la famille, à l'abri des regards des proches, des enfants qui parfois sont présents. Et il y a une certaine particularité dans ces violences-là commises à huis clos qui sont parfois assez discrètes finalement, parce qu'elles peuvent être psychologiques, comme ma consoeur en parle, et même quand elles sont physiques, elles peuvent être aussi assez discrètes dans des endroits qui ne seront pas vus par tout le monde, mais qui sont existantes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la particularité de ces violences, elles imposent aujourd'hui une prise en charge particulière de la part des parquets et de la part des policiers. Oui, c'est intéressant, vous parlez de violences psychologiques. C'est important de dire qu'il n'y a pas que des violences qui peuvent être sexuelles ou physiques, mais également psychologiques. Oui, tout à fait. Il y a des violences psychologiques. D'ailleurs, c'est souvent par ça que ça commence. C'est-à-dire qu'en fait, ces violences psychologiques, elles vont créer ce terrain qui va ensuite conduire aux violences physiques. Et c'est pour ça qu'en fait, quand les victimes se présentent au commissariat et qu'elles viennent déposer plainte pour ces violences psychologiques, il est absolument essentiel que ces faits ne soient pas minimisés par les policiers et les gendarmes qui vont les recevoir, parce que ça va être souvent le premier signal d'alerte qu'une personne est susceptible un jour de faire l'objet de violences physiques. Ouais, et comment ça se manifeste justement, ces violences psychologiques ? Peut-être c'est important de le rappeler aussi. Par du harcèlement, des humiliations ?
Exactement, ça peut être du harcèlement, des humiliations quotidiennes, des menaces, une forme de suivi, c'est-à-dire qu'on va demander à regarder son téléphone, on va demander à sa conjointe où est-ce qu'elle était, de justifier, on l'appelle pour s'assurer qu'elle ne ment pas quand elle indique où elle se trouve. C'est toute une forme de pression en fait qui va s'exercer sur la victime et parfois la placer sous une forme d'emprise qui peut-être aussi l'empêchera d'aller déposer plainte directement. Alors 2 ans après le lancement du Grenelle et le renforcement de lutte contre les violences conjugales, les chiffres sont toujours aussi dramatiques. 113 victimes recensées déjà par certaines organisations féministes donc en 2021. C'est en progression depuis 2020 puisqu'il y en avait eu 102. On évoquait la crise sanitaire ces derniers mois pour justifier cette violence. Quelle est la raison à cela, justement ? En fait, la raison à cela, c'est ce que disait ma consoeur Karen Noblinski, c'est qu'en fait, ces violences, elles ont lieu à huis clos. Et qu'en fait, quand on est susceptible de faire l'objet de violences dans la sphère conjugale ou dans la sphère familiale, eh bien, évidemment, quand on est confiné ou quand c'est une période de fête de fin d'année où on ne va plus sur son lieu de travail, où on ne va plus à l'école, eh bien, on est davantage exposé à son agresseur. On est aussi moins en contact avec l'extérieur, c'est-à-dire qu'on ne croise pas tous les jours son ami ou son collègue auquel on pourrait s'ouvrir de la pression qu'on ressent quotidiennement. Il faut aussi rappeler que c'est des périodes où beaucoup de personnes prennent des congés. Donc en fait, il y a des effectifs réduits partout, des effectifs réduits évidemment dans les services de police, dans les tribunaux, dans les hôpitaux, les avocats aussi ont tendance à prendre des congés à ce moment-là et les associations également. Donc en fait tout ça fait que la victime se trouve beaucoup plus isolée et démunie. Ça favorise le passage à l'acte d'hommes violents. Alors c'est vraiment votre dossier, mesdames, hein, justement. Rachel, vous en parliez du revenge porn, le fait de divulguer des vidéos à caractère sexuel. On constate qu'il y a par ailleurs toujours énormément de difficultés pour les femmes victimes à porter plainte par honte, j'imagine, surtout quand il s'agit de violences sexuelles, par peur aussi de représailles. Il y a quelques semaines, vous étiez d'ailleurs venu nous en parler sur Radio J, vous demandiez que les avocats soient présents pour accompagner les victimes au commissariat. Est-ce que depuis votre demande, il y a eu des changements en ce sens ? Alors, depuis notre demande... Premièrement, ce que je tiens à dire, surtout, il y a eu un bon nombre de dépôts de plainte pendant les fêtes, parce que les fêtes n'ont pas du tout calmé les violences, qu'elles soient sur Internet ou qu'elles soient physiques ou morales. Et on nous a encore dénoncé des conditions de prise en charge assez défaillantes dans les commissariats. Alors, il y a des choses qui ont été mises en place dernièrement. On avait demandé à ce qu'il puisse y avoir un fascicule de notification des droits pour les victimes. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez au commissariat, il faut que vous sachiez en tant que victime quels sont vos droits. Oui. Et malheureusement, cette notification des droits, elle était faite au moment du départ, lorsque vous partiez, ce qui est assez problématique. Donc cette notification des droits, maintenant, elle est réalisée par le biais d'un fascicule. Il y a aussi une circulaire adressée par Gérald Darmanin qui rappelle à tous les commissariats les conditions dans lesquelles les victimes doivent être prises en charge. Et cette loi pour la confiance dans l'institution judiciaire qui prévu que l'avocat peut accompagner les victimes lors du dépôt de plainte. Mais malheureusement, ce n'est pas assez. Il y a encore des choses que nous demandons. Nous souhaitons une véritable assistance de la victime au moment du dépôt de plainte pour que l'avocat puisse intervenir, préciser certaines pensées de la victime. Vous savez, ces victimes, elles sont particulièrement éprouvées lorsqu'elles déposent plainte. Donc parfois, elles n'ont pas les mots. Parfois, l'énergie, elles sont aussi perturbées par ce climat assez compliqué dans les commissariats. C'est aussi la raison pour laquelle il y a une expérimentation aujourd'hui des plaintes à domicile. Malheureusement, ce n'est qu'une expérimentation. Nous attendons de voir si ce système pourra être généralisé et particulièrement si ce droit à l'assistance de l'avocat pourra être accordé aux victimes. Et c'est ce que nous verrons en 2022. Oui, il faut appeler la police à être mieux formée à ce genre de cas. Pas facile de quitter son foyer rapidement quand on est une femme victime de violences qui sont souvent malheureusement séquestrées. Donc on le disait dans le cadre de rassemblements familiaux, de fêtes de Noël, du Nouvel An dernièrement. On évoquait il y a 2 ans déjà la création de milliers de places d'hébergement pour ces femmes victimes de violences. C'est une des solutions pour vous ? Alors, effectivement, il y a eu un bon nombre de places qui ont été créées en foyer. Et Jean Castex rappelait le 25 novembre qu'il y avait énormément de places qui avaient été ajoutées. Donc, écoutez, c'est très bien qu'il y ait des places en foyer, mais encore faut-il que ces femmes puissent quitter le domicile. Parce que bon nombre de ces femmes sont parfois violentées parce qu'elles menacent leur mari de partir, de les quitter et de finalement dénoncer ces violences-là. Donc encore faut-il que ces places puissent être utilisées. Et nous, il y a un véritable problème qu'on remarque, c'est qu'effectivement, nous dénonçons les conditions de prise en charge des victimes, mais on constate qu'il y a même un problème une fois
que la plainte est déposée. Et on a vu hier qu'il y a un conseil de discipline qui s'est réuni suite à l'affaire Mérignac. Souvenez-vous, en mai 2021, il y a une femme, Madame Daoud, qui a été tuée de plusieurs balles par son mari avant d'être immolée dans l'espace public. Donc cette fois-ci, nous n'étions même plus sur des violences conjugales dans le huis clos, dans le domicile conjugal. C'est une violence qui s'est matérialisée dans l'espace public. Et on s'est rapidement rendu compte, il y a eu un rapport IGPN, qu'il y a eu véritablement des dysfonctionnements hiérarchiques. Il y a eu un manque de coordination entre la police et le parquet. Et ce manque de coordination, il a été d'une part constaté par le garde des Sceaux et d'une autre part constaté hier en conseil de discipline, car les 5 policiers qui avaient suivi cette enquête ont été sanctionnés. On attend que cette sanction soit validée par l'IGPN, mais il y a véritablement un problème, même dans le traitement et dans la coordination, et il faut des parquets qui soient spécialisés sur le domaine et des agents de police et des officiers de policiers judiciaires qui soient spécialisés dans le domaine des violences conjugales quotidiennement. Alors le Grenelle contre les violences faites aux femmes, on y revient. Il avait permis la création de 46 mesures. 2 ans plus tard, ce sont 36 mesures qui ont été réalisées, 10 qui sont en passe de l'être. Certaines associations déplorent une certaine lenteur, donc vous le dites, dans la prise en charge des victimes, malgré le déploiement, par exemple, des bracelets anti-rapprochement, des téléphones grave danger. Où en est-on concrètement, justement, de cette lutte gouvernementale ? Écoutez, il y a énormément de choses qui ont été mises en place, c'est indéniable. C'est-à-dire qu'il y a des mesures qui étaient existantes qui ont été renforcées, il y a des nouvelles mesures qui ont aussi été créées, mais évidemment, on n'y est pas encore et l'actualité nous le rappelle malheureusement encore trop souvent. Je prends un exemple, c'est la formation des policiers et des gendarmes. Bon, avant les actions du gouvernement actuel, il n'y avait pas de formation initiale, il n'y avait pas de module dans la formation initiale des policiers et des gendarmes aux violences conjugales et aux violences sexistes et sexuelles. Aujourd'hui, il y en a un. Maintenant, il y a la question de la formation continue qui se pose, parce que qui est-ce qui est en exercice aujourd'hui ? C'est ces policiers et ces gendarmes qui font l'objet de cette formation continue. Alors, à ce stade, on est seulement à peu près 90 000 policiers et gendarmes qui ont été formés. On est à peu près à 30%. C'est très peu, ouais. C'est pas assez. Ouais. C'est pas assez. Alors, on progresse, puisqu'avant, il n'y en avait aucun, mais on est encore trop loin de ce qu'on est en droit d'attendre, puisque ça laisse quelque chose de complètement injuste, en fait, aléatoire, parce que d'un commissariat à l'autre, selon l'interlocuteur sur lequel va tomber la victime en se présentant dans le commissariat, elle va peut-être tomber sur quelqu'un qui va être sensibilisé au fait qu'elle a subi et peut-être pas. Et ça crée un aléa insupportable. Eh bien, merci beaucoup, mesdames Rachel Flore Pardo et Karen Noblinski, toutes deux avocates. Future chroniqueuse sur Radio J, on vous retrouvera mardi matin prochain sur cette antenne à 7h10. On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, on le rappelle sur Radio J, si vous êtes victime de violence ou si vous êtes inquiet pour un membre de votre entourage, il existe un service d'écoute anonyme, le 39 19, joignable gratuitement 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Merci, à très bientôt. Merci.